Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV, l'émission qui révèle les coulisses des salles des ventes. Au sommaire, ce soir, nous mettrons le cap sur le sud-ouest avec Patrice Carrère qui viendra nous parler d'un marché haut en couleur, celui des arts du Pays Basque. Dans sa chronique météo, Lucien viendra nous parler notamment d'un boulet de canon tout droit sorti du siège de Guingamp qui a fait quelques étincelles en Bretagne. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Patrice Biget. Le commissaire-priseur s'apprête à vendre à Alençon une pièce spectaculaire qui fut présentée à l'exposition universelle de Vienne de 1873. C'est le lot complètement marteau. Bonsoir Patrice Biget. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes commissaire-priseur chez Ornes Enchères à Alençon et vous êtes ici ce soir pour nous parler d'une vente exceptionnelle d'une pendule monumentale qui mesure près de 3 mètres de hauteur que vous présenterez aux enchères samedi le 4 juillet à Alençon. Alors est-ce qu'on peut commencer déjà à évoquer l'histoire, le contexte de création de cette pendule qui a été donc réalisée pour une exposition universelle, la première qui était organisée hors de Paris et de Londres, c'est ça, à Vienne? Oui, alors en fait, c'est vrai que le commissaire-priseur, d'abord il tombe sur l'objet et puis ensuite il s'intéresse à son histoire. Et l'histoire est assez... d'abord l'objet lui-même est fantastique esthétiquement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et effectivement, on a découvert que le créateur, Pia, faisait pratiquement que des chefs-d'œuvre pour les expositions universelles. En fait, c'était un peu un collectionneur de médailles. Et donc, dès qu'il y avait une exposition universelle, il voulait faire une création hors du commun, de par sa qualité, de par l'esthétique et de par ses dimensions. Et c'est le cas de cette pendule qui est énorme, de 1,90 m de haut, qui pèse 500-600 kg et qui est donc en bronze argenté avec un socle en marbre important. Et cette pendule a été présentée comme un chef-d'œuvre à l'exposition universelle de 1873. Oui, à Vienne, parce que Frédéric Eugène Pia, vous le disiez tout à l'heure, était un habitué des expositions universelles. Et d'ailleurs, vous présentez à la vente une seconde œuvre, une Minerve, qui a été réalisée cette fois-ci pour l'exposition universelle de Londres de 1862. En fait, en 1862, François Eugène Pia veut créer une cheminée un peu comme à Florence, si vous voulez, néoclassique, italienne. Il veut marquer le retour de ce néoclassicisme qui redevient un peu à la mode. Et il fait cette cheminée énorme et au centre de cette cheminée, eh bien, il y avait une Minerve, donc très néoclassique, en bronze argenté, bronze doré, et qui était vraiment d'une esthétique fabuleuse. Et alors, l'histoire que je ne connais pas si bien d'ailleurs, nous dit que la cheminée a fait parler d'elle. Il a eu droit à un premier prix à l'exposition universelle, donc de 1862. Et puis ensuite, elle a été vendue à un très riche américain. Et dans le transport, elle aurait fait l'objet d'un naufrage et aurait disparu. En attendant, nous avons effectivement cette Minerve qui était dans la niche de la cheminée et qu'on a découvert sur la cheminée justement du château de Normandie où se trouvaient ces deux objets. Les deux œuvres ont été découvertes dans un château en Normandie. Et quelle a été votre première réaction quand vous les avez vues pour la première fois? Alors la première réaction, elle était un peu feutrée parce que si vous voulez, quand vous rentrez dans un château, que vous êtes dans le cadre d'une tutelle, que les propriétaires du château vous reçoivent pas forcément très bien puisqu'on venait avec une ordonnance du tribunal, si vous voulez, pour faire l'inventaire, eh bien, vous commencez par savoir où vous mettez les pieds. Et dans ce château qui était avec beaucoup d'objets, eh bien, dans le grand salon, on a vu cette énorme mais superbe horloge. Mais on a vu effectivement la Minerve, mais on a vu aussi un salon en bois doré que nous vendons dans la même vente de 26 pièces dont on a su après qu'il appartenait. Il avait appartenu au banquier Laffitte. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a tout un contexte, il y a toute une ambiance, et parmi toute cette ambiance, vous avez cet objet fabuleux, mais qui était au milieu d'autres objets fabuleux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment des œuvres qui ont été réalisées pour des expositions universelles peuvent ensuite se retrouver comme ça en main privée, et comment elles ont pu arriver à Alençon? Alors, c'est une bonne question, mais l'explication, on ne l'a pas du tout, parce que je sais que l'histoire de cette famille appartenait à la grande bourgeoisie. Ils avaient fait fortune dans les années 1840-1850,
notamment leur ancêtre avait fondé la première école de dentisterie, vous voyez. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. Je pense que c'est le professeur Poinceau, qui avait été l'acheteur probablement de ces deux œuvres, était un dentiste mondialement reconnu à l'époque, et il avait fait fortune, et il avait fait l'acquisition d'un certain nombre d'objets d'art. Donc curieusement, ces deux œuvres de Pia réunies dans le même salon pendant un siècle. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un peu plus de l'artiste, de Frédéric, donc Eugène Pia? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son parcours? Alors déjà, ce qu'on peut dire quand on est commissaire-priseur, c'est que François-Eugène Pia, en fait, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est un artiste assez peu reconnu aujourd'hui. Il était aussi célèbre que Barbedienne, sauf qu'on retient surtout Barbedienne aujourd'hui. Et donc François-Eugène Pia, je pense que son manque de notoriété au XXIe siècle vient du fait qu'il a fait que des œuvres extrêmement importantes, mais peu nombreuses en fait, et qu'il a probablement, à cause de cela, été oublié. Je crois qu'il est né dans une famille très modeste. Il a commencé par être dessinateur. Il s'est fait lui-même, si vous voulez. Et puis la qualité de son travail a été assez vite reconnue. Et il s'est associé assez vite avec Léon Marchand pour produire des bronzes et des sculptures de qualité. Mais les dessins préparatoires, c'était lui. Et je crois qu'il faisait aussi du modelage pour des œuvres assez importantes. Oui, et alors donc c'est avec cette pendule qu'il a reçu, c'est ça, la Légion d'honneur? C'est ça, oui, tout à fait. Le président de la République de l'époque a été tellement admiratif de la qualité de son travail, de la monumentalité aussi de cette horloge, très spectaculaire, et bien qu'il lui a remis la Légion d'honneur. Et alors, on doit aussi à cet artiste la création d'un musée? Alors tout à fait, c'est lui qui a fondé le musée de Troyes. Alors moi, c'est loin de la Normandie, Troyes évidemment, mais il a fondé sur ses vieux jours, c'est devenu quelqu'un quand même de célèbre, et c'était un spécialiste, et il avait une collection importante qu'il a voulu confier, comme la plupart des musées de province d'ailleurs. C'était le cas du marquis de Chennevières à Alençon, et il a fondé le musée de Troyes. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de Pia, par contre, dans ce musée, parce que d'abord, il a produit assez peu, et puis beaucoup ont disparu. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la Minerve, qui est dans un style néo-grec. Complètement néo-grec, oui. Est-ce qu'on peut parler aussi du style de la pendule, qui représente un faune, c'est ça? C'est ça, ça représente un faune très joufflu, très musculeux, reposant sur une gaine en marbre griotte, et ce faune a sur ses épaules deux petits enfants faunes, si vous voulez, deux petits faunes avec des pattes de bouc très finement ciselées, et alors il a cette tronche, il tire la langue de façon complètement un peu étonnante. Et c'est une œuvre extrêmement, c'est très spectaculaire. On retrouve un peu l'esprit des satires romains, vous voyez, qu'on peut voir à Pompéi, etc. Enfin, sur les mosaïques. Alors, à qui s'adressent de telles œuvres, parce qu'on parle d'œuvres monumentales qui justement ont été découvertes dans des châteaux. Qui peuvent être les potentiels acquéreurs? Ça, je sais pas. En fait, c'est étonnant. On ne sait pas encore. Ça peut aller dans un très bel hôtel particulier. Ça peut aller au musée de Troyes, bien sûr. Ça peut aller aussi aux États-Unis. Ça peut aller en Angleterre. Ça peut rejoindre, des grandes collections internationales. D'abord, il y a l'aspect chef-d'œuvre de l'exposition universelle qui peut intéresser plein de musées. Quand Élodie Geneste a vu l'œuvre, elle a tout de suite dit « Oh, mais ça peut être aussi pour le Met, ça peut aussi être pour l'Angleterre. » Enfin, voilà. Donc nous verrons bien, c'est la vente qui nous donnera la destination de cette œuvre complètement oubliée au fond d'un château de Normandie. Très bien, merci beaucoup Patrice Biget. Alors juste avant de nous quitter, je vous propose de retrouver Lucien qui allait prendre la température du marché. C'est la météo des enchères. Bonsoir, place à la météo des enchères. Le temps était dégagé sur une large moitié de la Bretagne et particulièrement du côté de la maison de vente de Plérin. Sûrement les mêmes conditions météorologiques qu'il y a plus de 400 ans, puisqu'en 1591, un canonnier de l'armée royale a profité d'un ciel tout aussi dégagé pour envoyer un boulet en fer couler sur la ville de Guingamp, alors assiégée en pleine période des guerres de religion. Le vestige a été vendu 1033 €. Au pied des montagnes maintenant, un effet de föhn a généré un vent fort sec et chaud, faisant grimper le mercure à Annecy. À titre personnel, je crois plutôt à un effet enluminure, l'éclat doré d'une vierge à l'enfant du XVIe siècle ayant suffi à réchauffer l'atmosphère de la salle, puisque l'œuvre a été adjugée 446 400 € par Michael Bénour,
dépassant très largement ces estimations. Enfin, dans le centre de la France, les températures étaient alignées avec celles de la République démocratique du Congo, le temps de la dispersion à Blois, par la maison Pousse-Cornet, des souvenirs du photographe Angelo Turconi. Parmi eux, cet éclairant album photo constitué de 297 tirages argentiques originaux de la série L'Afrique qui disparaît, du photographe et voyageur polonais Kazimierz Zagórski, vendu 7 800 €. Voilà, on arrête les frais pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point météo. On vous souhaite également des températures caniculaires, donc pour cette vente, je le rappelle, qui aura lieu le 4 juillet à Alençon et qui sera retransmise en live sur Interenchères. Merci beaucoup Patrice Biget, bon retour à Alençon. Merci à vous. Je vous propose maintenant de mettre le cap sur le sud-ouest avec Patrice Carrère, commissaire-priseur à Pau et Bayonne, qui vient nous parler d'un marché haut en couleur, le marché des arts du Pays Basque. Ce sont les enchères en mouvement. Bonsoir Patrice Carrère. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Patrice Carrère, vous êtes commissaire-priseur à Pau et Bayonne et vous consacrez chaque année une vente aux enchères aux arts du Pays Basque. Et la prochaine aura d'ailleurs lieu le 8 juillet à Cibourg. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on parle des arts du Pays Basque en fait? Comment vous organisez vos ventes? Quelles limites géographiques et temporelles vous fixez? Géographique, oui, il y en a forcément. On reste circonscrit au Pays Basque. On ouvre déjà un sujet qui est assez complexe. Le Pays Basque, il est coupé en deux. Vous savez qu'il y a le Pays Basque nord, Iparralde, sud, Hegoalde, et qui se répartissent de chaque côté de la frontière espagnole. Donc on va en majorité trouver dans les ventes aux enchères françaises et particulièrement dans les nôtres des œuvres du Pays Basque Nord, donc du Pays Basque que l'on parle aussi français, mais on voit venir un petit peu de temps en temps des œuvres de Saint-Sébastien, de Bilbao et de ces, on va dire, contrées du Sud. Voilà du point de vue géographique. Il se trouve aussi que il y a quelques artistes intéressants sur les Landes, dans Sourgin, que tout le monde connaît, mais il est loin d'être le seul. Et donc, on a tendance aussi à parfois mettre des œuvres des Landes dans ces ventes d'art basque, mais qui restent à 99,9% basque. Voilà pour la géographie. Quant à la chronologie, on ne va surtout pas s'en mettre. Surtout pas. Alors je dis pas qu'on va aller détacher des œuvres peintes dans les grottes, mais donc pas d'art rupestre a priori, mais en ce qui concerne le 19e et en ce qui concerne l'art hyper contemporain, on n'a aucun scrupule à agglomérer tout ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a une hyper concentration d'œuvres qui sont du début du XXe siècle. Oui, parce que c'est une période qui est très active à ce moment-là au Pays Basque. Il y en a plusieurs, mais celle-là est importante. Oui, à quel point de vue? Celle-là est importante parce que c'est quelque chose qui plaît au commissaire-priseur d'une manière générale. C'est qu'il y a d'une part une production, d'autre part une production de qualité, et enfin c'est une production qui plaît énormément aux contemporains. Et alors, quels sont les artistes emblématiques de ce début 20e? Il y a notamment Ramiro Arouet, qui est un des noms qui revient. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son parcours? Le parcours de Ramiro Arouet, il est extrêmement simple en fait. C'est quelqu'un qui commence à travailler et qui développe son travail dans une fratrie de 4 frères en Hegoalde, plus exactement à Bilbao, donc ils sont tous artistes, absolument tous artistes. Et Ramiro, lui, va venir au Pays Basque français, où il va s'établir, et notamment à Cibourg, où nous faisons nos ventes annuelles. Cibourg, qui est un endroit, c'est assez intéressant d'ailleurs, qui va concentrer beaucoup d'artistes à ce moment-là. Autour de Ramiro Arouet va se constituer le fameux groupe des Neufs, mais il y a aussi plein d'artistes qui sont intéressants autour. Et voilà pour son parcours. Il va faire tout le reste de sa vie au Pays Basque français. Il va fuir malheureusement, enfin il va devoir le quitter de temps en temps pour aller trouver refuge du côté du Béarn et des montagnes pendant la guerre, puisque voilà, il y a des personnes qui seront recherchées à ce moment-là et qui va fuir. Et pour le reste, il va faire sa carrière avec
succès, parfois des périodes de grandes difficultés, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été, c'est la grande histoire des artistes maudits, il y a beaucoup d'œuvres qui sont arrivées entre les mains, tant pour payer un dîner que pour payer un médecin, et donc il y a des œuvres de Ramiro Arouet un petit peu partout au Pays Basque que l'on découvre au fur et à mesure des belles adjudications. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de son style, puisque c'est un artiste qui a un style quand même très particulier, très reconnaissable. Ramiro Arouet, c'est probablement parmi les artistes de cette période, donc du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, puisqu'il est mort dans les années 70, qui est le plus synthétique, le plus influencé par le cubisme. C'est celui qui s'inscrit le plus dans le courant art déco, finalement. Il s'affranchit du style de ses frères José et Alberto, et surtout de José d'ailleurs, qui est un style un petit peu plein de verve, de gouaille, un style un peu rural, parfois un peu affichiste, 1900, vous voyez. Et Ramiro, lui, il va bifurquer, il va faire des rencontres. Et il va s'affranchir de ce qui s'est passé avant, il va devenir synthétique, il va devenir cubiste, un petit peu, en tout cas, il va prendre du cubisme, il va mettre de l'art déco. Aujourd'hui, en fait, il a entre les mains, il a eu une production qui est celle qui plaît le plus aujourd'hui, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on recherche. C'est ce type d'artiste qui plaise, et qui plus est, il va peindre le Pays Basque, qui est une région particulièrement à la mode. Oui, parce qu'il se détache d'une veine un peu post-impressionniste que pouvaient avoir des artistes comme Louis Floutier. Et il apporte, parce qu'il a été formé, c'est ça, auprès au quartier Montparnasse, auprès de Modigliani. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde ses œuvres, c'est vraiment la tradition avec les sujets qui rencontrent la modernité, l'avant-garde. Très exactement, très exactement. Ses frères étaient vraiment ancrés dans cette tradition, et même si effectivement ils étaient coloristes, ils aimaient mais lui, il a été aspiré par le haut parce qu'il a fait les bonnes rencontres, notamment en venant à Paris où tout se passait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplifié au service d'une chose qu'il connaissait particulièrement bien et qu'il avait bien comprise. C'était tout simplement une vision qu'il avait assez hédoniste, mais pas seulement, très profonde, du Pays Basque. Voilà. Oui, parce que alors, ce qui est intéressant aussi quand on parcourt vos ventes dédiées aux arts du Pays Basque, c'est qu'on voit des artistes qui ont un style complètement différent. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, fait la singularité des arts du Pays Basque ? Est-ce que ce sont les sujets principalement ? Bien évidemment, ce sont des œuvres. En fait, ce sont des œuvres qui ont été peintes pour la plupart au Pays Basque, sur le Pays Basque, pas forcément par des Basques, parce que quand on fait l'inventaire des peintres qui ont traité le Pays Basque, c'est un lieu de villégiature, donc en fait ils sont très très nombreux. Parfois, certains ne sont passés qu'une semaine, mais avec une palette d'aquarelle, et donc ils ont fait 1-2 œuvres. Il n'y a pas une vente où je découvre pas un artiste, voilà. Donc il n'y a aucun point commun finalement, c'est le sujet qui fait l'art basque. Mais ils se retrouvent, pourquoi ? Parce qu'en fait ils ont exactement le même ADN que tous les artistes. Ils aiment être entre artistes, et ils aiment les endroits où on se loge pour pas très cher. Voilà. C'est ça qu'offrait Cibourg en fait. Cibourg offrait, là où ils se sont tous retrouvés, ou la plupart, Cibourg offrait, c'est un petit village de pêcheurs qui est de l'autre côté de la baie de Saint-Jean-de-Luz, et Cibourg offrait, à l'instar de, alors on change d'échelle, mais c'est une image qui va vous parler, mais à l'instar de New York à une certaine époque, ou Berlin à une autre, tout simplement la présence de plein d'autres artistes intéressants, et un endroit où on pouvait se loger, contrairement à Saint-Jean-de-Luz de l'autre côté de la baie, où tout était plus compliqué. Par contre, on aimait bien peindre Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'il y avait des beaux clients, comme ils disent les artistes. Et alors, quels sont les sujets les plus prisés sur le marché ? Bonne question. Bonne question. Et je vais répondre, alors pour le coup, ça ne sera pas une réponse de Basque, ça sera une réponse de Normand. Ça dépend de qui. Ça dépend pour qui, voilà, tout simplement. Je pense que les Basques vont chercher des sujets qui leur parlent directement, et on va retrouver dans une clientèle locale des achats parfois de petits villages. On va trouver des choses qui sont des petits détails insignifiants mais qui leur rappellent un grand-père, un oncle, ou simplement une scène qu'ils ont vue un jour chez un sabotier, chez un fabricant de sandales. Ou dans une partie de pelote, mais on va y revenir. Ça peut être un clocher que personne d'autre qu'eux est capable d'identifier.
Donc ça qui va être, pour eux, ça va être ça qui va rechercher. Donc du coup, il n'y aura pas de règles. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont des sujets clés et il y a une prime quand on fait des estimations, qu'on est commissaire-priseur, quand on voit une belle partie de pelote, quand on voit un vase de Cibourg avec une scène de fandango, c'est évident que ce sont des sujets qui sont plus recherchés. Oui. Vous parliez justement des vases de Cibourg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette production de grès, c'est ça? Tout à fait, du grès. Alors, Cibourg a ceci. La première chose qui est intéressante dans Cibourg, c'est qu'on y retrouve un nom que vous avez cité et sur lequel je n'ai pas encore rebondi, qui est celui de Louis Floutier. Puisque Louis Floutier a été le premier, on va dire, décorateur pas seulement, mais designer, on va dire, des poteries de Cibourg. C'est une fabrique de grès qui a été créée, construite pas vraiment, mais créée pour au tout début faire des copies de vases grecs. Voilà. Il y a notamment un magnifique répertoire de vases grecs, des œuvres de poterie grecque, des collections du Louvre, qui avaient été éditées quelques années avant la création de la poterie de Cibourg en 1919, et ils se sont lancés à faire des copies de ce répertoire, avec Lucas Potier, tourneur plus exactement, et Étienne Villotte, qui était, on va dire, plus entrepreneur. Voilà. Et donc ces trois personnages se sont lancés là-dedans et en fait ils ont mis le doigt dans quelque chose qui les a vite entre guillemets dépassés parce que en fait ils ont été percutés en 1919, ils sont rapidement percutés par des nouveaux styles qui s'imposent parce que quand on veut vendre on n'est plus trop à ce moment-là dans l'éclectisme dominant des années antérieures, mais justement on va vers le synthétisme, on va vers la simplification, on est dans l'art déco et donc on se met à faire un petit peu d'art déco et puis mais à la manière des poteries grecques. C'est ça qui est extrait. C'est les choses les plus intéressantes finalement dans les arts appliqués, c'est quand les choses se mélangent. Et Cibourg est intéressant parce que Cibourg mélange trois choses en fait. Les belles pièces de Cibourg sont des choses qui ont été fabriquées à la manière des poteries grecques, avec un esprit art déco, mais avec une représentation et des sujets qui sont ceux du Pays Basque. Voilà. Donc on a quelque chose, on a l'Antiquité mélangée avec le modernisme et il a une ruralité bien spécifique qui est la ruralité basque. Forcément, ça fait quelque chose de spécial. On peut détester ou on adore. Ben, visiblement, quand on a des pièces qui se vendent 12 000 €, il y a des gens qui aiment. Ouais. Et alors justement, parlons un petit peu du marché. Ça fait quelques années que vous organisez ces ventes. Est-ce que vous avez observé une évolution de l'intérêt, peut-être du profil aussi des acheteurs? Une évolution des tendances et qui ne se confirme pas forcément. Il y a à chaque vente des tendances qui émergent. Par exemple, l'an dernier, une grande collection de poteries de Cibourg, peut-être probablement la plus grande vente qui n'ait jamais été faite dans ce domaine. Mais on a vu quoi? On a été surpris. On a été surpris tout simplement parce que, même si on sait que les pièces les plus cotées étaient les pièces néo-grecques, là, elles ont absolument submergé les résultats. En fait, toutes les pièces dont je parlais auparavant, vous voyez, dans cette vente-là, ne sont pas forcément comportées comme on l'attendait. Ça, c'est la vérité d'une vente. Le marché montre que, comme je le disais, les pièces art déco et basques restent quand même les plus recherchées. Mais là, c'était la vérité de l'instant. Quant à la peinture, pas grand-chose vient quand même bousculer la hiérarchie au sommet de laquelle se trouve Ramiro Arouet. On voit plutôt des développements très très lents autour de certains artistes. J'aime beaucoup parler de l'évolution et de la montée, par exemple, d'Hélène Elissaga, qui est une femme peintre qui est restée pendant très longtemps dans l'ombre de Ramiro Arouet. Je dis dans son ombre parce qu'elle a produit avec lui. Elle allait se promener dans la campagne, partait en voiture tous les deux ou tous les trois, ils étaient parfois accompagnés de Virac, et ils peignaient ensemble, et pendant très longtemps, un tableau d'Hélène Elissaga a mis beaucoup de temps, le premier, avant de passer le millier d'euros. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. On n'est pas dans les dizaines de milliers d'euros, voire centaines de Ramiro Arouet, mais il y a des émergences, elles sont très lentes.
D'accord. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans vos ventes, c'est que les estimations sont très larges. Là, vous commencez à 30 € jusqu'à 35 000 € pour la gouache de Ramiro à Rouet. Alors, donc, il est possible de s'offrir finalement, pour tous les budgets, un petit morceau de l'histoire du Pays Basque. J'y tiens absolument. On va pas se mentir, les publics sont tellement différents. Et bon, il faut connaître le Pays Basque et il faut vraiment connaître les Basques pour savoir comment pensent les personnes qui sont nées là-bas. Et c'est mon cas, j'ai du mal à ne pas mettre dans les ventes des lots qui sont abordables pour absolument tout le monde. Pour moi, c'est absolument fondamental. Pour tout vous dire, j'avais la possibilité dans cette vente de mettre plus de pièces qui valaient plusieurs milliers d'euros. Mais je tiens absolument à avoir un équilibre comme cela. Il en faut pour absolument tous les publics. C'est un moment, les ventes que nous faisons à Cibourg, c'était aussi un grand moment de convivialité. Voilà. Et donc, je veux absolument qu'il y ait tous les publics. Très bien. Alors, avant de nous quitter, Maître Carrère, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, un petit exercice. Je vais vous poser une série de questions le temps d'un chrono d'1 minute et vous pourrez y répondre. C'est la minute marteau. Patrice Carrère, je lance le chrono dès que vous êtes prêt. Mais je suis prêt. C'est parti pour la minute marteau, le lot que vous rêveriez de vendre. Non, il n'y en a clairement pas, c'est impossible. Je travaille avec la pluie qui me tombe dessus, donc je laisse venir les choses. Le lot que vous regrettez de ne pas avoir vendu. Même réponse, c'est obligatoire. Si on répond ça à la première, on est obligé de répondre ça à la seconde. Le lot le plus insolite que vous ayez eu à vendre. Probablement le flacon de liqueur des frères Bustanobi, 2 cadets du Béarn, exilés juste avant la prohibition aux États-Unis et qui font fortune dans les alcools. Le lot que vous refusez systématiquement. L'ivoire, c'est évident. Le lot qui vous semble le plus surcoté aujourd'hui. Je crois au marché, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Le lot que vous auriez aimé garder pour vous. 10 par vente, au moins. Le lot le plus difficile que vous ayez eu à estimer. Joker, je sais pas. Merci beaucoup Patrice Carrère d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle donc la vente, votre prochaine vente dédiée aux arts des Pays Basques aura lieu le 8 juillet à Cibourg et sera retransmise en live sur Interenchères. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles ventes complètement marteau.